Akira, Nausicaa, Kurenoi Sanshiro, Gundam, Astro Boy. Certains titres légendaires de l'animation japonaise partagent une étrange corrélation. Le mangaka et le réalisateur de l'adaptation se trouvent être l'une et la même personne. Où on retrouve aussi le cas de Makoto Shinkai, écrivant aussi des livres qui racontent différemment les narrations issues de sa cinématographie, ayant étudié la littérature à l'université. Il y a aussi le cas d'Angaku, Notre Rock, où le réalisateur a produit un film en animant la majorité sur 7 ans. Cette concentration des rôles artistiques, d'autant plus commune chez les œuvres d'animation plus courtes, comme des vidéos musicales où l'ambition est moindre, rappelle typiquement les crédits des jeux de Hideo Kojima. Ce dernier tente d'accumuler plusieurs rôles. En tout cas, tandis que l'animation japonaise est traditionnellement conçue comme hiérarchique et collective, cette superposition des rôles les plus impactants d'une production, l'auteur a droit de veto sur l'adaptation en termes de narration comme de character design. Comme on le voit en tension dans Shirobako, nous montre qu'une culture de l'individualisme existe aussi à son sommet pyramidal. D'un autre côté, cette domination symbolique consacre une excellence artistique que la reconnaissance de l'audience, de l'industrie, de la critique et du gouvernement peuvent sanctionner, fournissant là un exemple à suivre, un idéal pour les différents travailleurs de l'industrie. Quelles sont les circonstances historiques qui ont amené des artistes issus du manga à l'avant-garde du petit écran pour contextualiser, et en quoi c'est important? Le Kashion était un système de location de livres et de magazines dans lesquels le manga trouvait un lieu naturel pour proliférer, étant plus agréable et intuitif aux lecteurs populaires. Son essor et apogée ont accompagné la reconstruction japonaise d'après-guerre jusqu'aux années 60, quand la concurrence de la télévision a triomphé du Kashion. C'est pour ça qu'on retrouve la place fondamentale du Kashion dans plusieurs carrières pionnières de l'âme de la Japanimation. Osamu Dezaki, réalisateur d'Ashita no Joe 1970, a commencé sa carrière de dessinateur par là, de même que Shingo Araki, character designer de Saint Seiya 1986. Il y a aussi un autre facteur qui joue alors, c'est la protection juridique des ateliers du mangaka et des assistants, nous explique un article d'Animetude. En gros, les studios bénéficiaient d'une meilleure reconnaissance juridique. C'est pour cela qu'on voit aux fondations de Tatsunoko, un des plus vieux studios d'animation encore actifs, un ralliement de plusieurs mangaka et assistants, favorisant historiquement ce qu'on viendra à connaître comme l'animanga. Le fait d'optimiser les ventes du manga par l'adaptation animée commerciale, souvent coûteuse et réalisée à perte, est appelé le mix média ou encore la culture de convergence dans le milieu académique. Il y a donc, au-delà de la recherche d'un statut de protection par la reconnaissance du studio en tant que tel, une volonté d'organiser la production et de gérer les revenus, la répartition des bénéfices. Au lieu de n'impliquer que la maison d'édition comme partenaire commercial, la chaîne de télévision intervient également dans le comité de production. Plus des intervenants s'ajoutent, moins le studio gagne. Du coup, avoir le mangaka dans l'équipe d'adaptation, elle-même, présente un avantage financier. Des royalties plus proches du studio qui pourraient y être réinvesties. Pas de veto d'un auteur ou mangaka inconscient des nécessités de la japanimation télévisée qui ralentirait le calendrier de production. Quand un réalisateur devient la pierre angulaire du studio, en venant à diriger des réalisations originales comme Makoto Shinkai et Comics Wave, ou Hayao Miyazaki et Ghibli, c'est là qu'un studio en vient à développer une âme, un style qui lui est propre. Que ce soit à un niveau scénaristique ou stylistique, juste après le chef animateur, c'est le réalisateur qui confère à l'animation sa cohérence hiérarchisée pour en faire une œuvre monolithique. Cela s'accompagne aussi d'une culture de travail particulière, dont le producteur peut jouer pour sa politique d'entreprise ou sa communication. Je pense là aux excentricités de Toshio Suzuki, l'histoire du katana, la communication de How Do You Live en sont des traces. Pour ma part, comme un de mes récents intérêts dans la japanimation est d'y traquer les styles des animateurs, scénaristes, réalisateurs, et d'avoir une conscience plus claire des acteurs et forces en présence de l'industrie dans son histoire passée comme actuelle, cette confusion des rôles est du pain béni. On y voit mieux la sensibilité individuelle des artistes, on peut mieux généraliser et attribuer des traits définitifs aux œuvres. Critiquer l'individu, c'est aussi accomplir une fonction de rétribution à l'invisibilité qu'on a parfois dans l'industrie. Certains studios sous-traitants ne sont pas crédités, notamment pour l'in-between, des équilibres entre le primo-contractant et le sous-traitant. J'ai parlé précédemment du rôle créatif omniprésent dans les animations courtes. Par exemple, quand on storyboard, anime, fait le character design, décide de la narration, tout cela relève du dessin, de l'art visuel donc de talents voisins. Ce serait plus original de voir un animateur animer sa propre vidéo musicale, qu'il aurait lui-même composée. En tout cas, voir les animations courtes de réalisateurs venant à s'illustrer sur du long métrage par la suite peut être extrêmement informatif sur l'évolution des œuvres, style possible en contexte d'une croissance individuelle comme celui de l'acquisition de moyens artistiques supérieurs, en conservant le pouvoir décisionnaire. C'est comme ça qu'on voit un Makoto Shinkai pas encore distillé dans Oshi no Koe dès 2002, où on remarque déjà un usage de la CGI,
une romance dramatisée, une urbanité poétique. Comme la réalisation de l'animation japonaise est fondamentalement un art pluridisciplinaire, on peut se dire que ça joue logiquement à la richesse des œuvres, d'avoir un artiste influent avec un savoir-faire riche et versatile. Cependant, ce qui a l'air fantastique sur le papier peut finir par manquer de finesse à l'heure du passage au petit écran. Je vais prendre un exemple un peu extrême pour caricaturer, c'est Ex-Arm. L'entrée d'un réalisateur de prise de vue réelle à la direction de la Japanimation sur un format sériel. The Canipa Effect a fait une excellente vidéo sur les conditions de production, donc je vous y renvoie. En tout cas, la qualité de l'action vient de la motion capture et de l'emploi de cascadeurs pour le tournage. Là où ça pêche, c'est pour faire coïncider les codes de la 2D à la 3D. C'est aussi une série originale de Crunchyroll, donc on peut pointer du doigt vers eux l'erreur d'employer un réalisateur hors de son médium de prédilection. En quoi se fait ça mon propos? C'est que ce n'est pas parce que Yoshikatsu Kimura était un réalisateur de live action qui avait déjà fait un petit saut dans l'animation par Baitosaki wa Aku no Sochiki que ça promettait grand chose, que son expérience pluridisciplinaire allait forcément fonctionner dans un cadre différent à sa tradition, ses codes propres. Cette courte vidéo avait pour but d'explorer quelque chose qui peut sembler anodin, le fait que certains artistes cumulent plusieurs pratiques artistiques et en mêlent dans un savoir-faire conjoint. Je voulais aller en profondeur sur quelques dimensions de ce que cela implique. Faisons un petit résumé. Dans une industrie très hiérarchisée à la pipeline systématique, on a une tendance à cumuler des rôles artistiques qui peuvent convenir à une optimisation commerciale. Cette confusion se retrouve dès les bases de l'animation télévisée japonaise, en Osamu Tezuka pour Astro Boy et Mushi Production, et Kurenai Sanshiro pour Tatsunoko dans les années 60. Cette tendance permet notamment d'identifier un trait qui se répète de Makoto Shinkai à Hayao Miyazaki, en passant par le cinéaste et mangaka derrière Akira. La pluridisciplinarité d'un réalisateur implique aussi une culture de travail quand le studio se forme autour de son esthétique propre. Quand un artiste d'animation japonaise n'a pas forcément toutes les ressources qu'un réalisateur de long métrage possède, il peut être décisionnaire de plusieurs réalités esthétiques à sa propre échelle sur de plus courtes œuvres. C'est souvent par de plus petites œuvres, des courts-métrages ou des vidéos musicales que les animateurs se révèlent, et par ce biais on peut traquer leur évolution stylistique et esthétique, donc archiver ces œuvres mineures possède une importance patrimoniale. Enfin, Ex-Arm nous prouve qu'il ne suffit pas d'avoir un profil pluridisciplinaire pour être capable d'exceller en réalisation d'animation japonaise, mais qu'un réalisateur venu du live action peut apporter une performance des personnages rafraîchissante par le biais de choix plus ambitieux que de l'animation limitée comme la motion capture. Merci de votre attention et à la prochaine fois.